TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour le 20h de ce lundi. Au sommaire, le service funèbre ce jour de la reine Elisabeth II, décédée le 8 septembre dernier en Écosse. Le chef de l'État Faure Eswazimana Gnassingbé, présent à Londres, au nombre des personnalités étrangères invitées à signer le livre de condoléances ouvert à Lancaster House. Début ce matin de la rentrée pédagogique au Togo, c'est pour permettre au corps d'encadrement de s'approprier les bonnes pratiques pédagogiques pour mener à bien l'année scolaire 2022-2023. Les cours proprement dits commencent le 26 septembre prochain. Également, dans ce journal, la contribution des professionnels des médias dans la lutte contre le terrorisme. La HAC a organisé une séance de formation à cet effet. Ils vont ensemble discuter des mécanismes et stratégies pour rendre plus efficace la lutte contre le terrorisme au Togo. Et puis les mesures sociales prises par le président de la République, Faure Eswazimana Gnassingbé, pour assurer le bien-être de toutes les couches sociales de la population togolaise ont fait l'objet d'un entretien avec le ministre Gilbert Bawara de la fonction publique du travail et du dialogue social. On va y revenir dans ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue. Le président de la République, Faure Eswazimana Gnassingbé, a assisté ce lundi 19 septembre 2022 au service funèbre de la reine Elisabeth II, décédée le 8 septembre dernier en Écosse. La veille, le chef de l'État togolais présent à Londres au nombre des personnalités étrangères invitées aux obsèques nationales de la reine a signé le livre de condoléances ouvert à Lancaster House. À l'annonce du décès de la reine Elisabeth II, le président de la République avait salué une figure universelle du rayonnement de la Grande-Bretagne et de l'amitié entre les peuples. Le Togo a récemment adhéré au Commonwealth des Nations à l'issue du sommet des chefs d'État et de gouvernement tenu à Kigali au mois de juin dernier. La cérémonie a donc eu lieu devant des milliers de personnes venues du monde entier. Après la procession dans Londres, le cercueil a été conduit à Windsor où s'est tenue une seconde cérémonie publique. Des centaines de milliers de personnes ont suivi ce lundi le cortège funéraire d'Elisabeth II à Londres. Des écrans géants étaient disposés à travers la ville pour pouvoir assister à distance à la cérémonie. Beaucoup ont attendu pendant plusieurs heures à l'extérieur pour apercevoir le corbillard transportant le cercueil de la reine. J'attends depuis 6 heures du matin. Nous avons essayé de nous rapprocher de Hyde Park Corner et de l'Arche de Wellington où le cercueil devait être transféré dans le corbillard, mais nous n'avons pas pu nous approcher davantage. J'ai été dans l'armée pendant 10 ans et j'ai juste senti que je devais venir et faire ça pour dire au revoir et merci pour tout ce qu'elle a fait. Tout le monde est ici pour rendre hommage à la reine et les gens s'ouvrent simplement les uns aux autres. Ils se parlent, ils sont amicaux et il y a un sentiment massif de communauté. C'est ce que la reine aurait voulu. Forte affluence à Édimbourg également, en Écosse. La foule s'est rassemblée à Holyrood Park pour suivre l'événement sur écran géant. Partout au Royaume-Uni, mais également dans le monde, les yeux étaient rivés ce lundi sur les télévisions pour suivre les funérailles du siècle. Passons tout de suite au registre éducation avec la rentrée pédagogique et c'est devenu un rituel depuis 2020 au Togo. À la veille de chaque rentrée scolaire, le corps d'encadrement se retrouve pour une revue de connaissances pédagogiques. À 8 jours de la rentrée scolaire 2022-2023, les chefs d'inspection, inspecteurs et conseillers pédagogiques sont en formation dans leurs établissements respectifs. C'est pour partager les bonnes pratiques pédagogiques
pour mieux conduire l'année scolaire. Christine Petekialoude. C'est le retour à l'école après plus de 2 mois de vacances. Inspecteurs de l'éducation et conseillers du Grand Lomé font leur rentrée pédagogique. À cette séance de formation et d'information, l'accent est mis notamment sur le contrôle, la supervision et le suivi pédagogique. Une première phase pendant laquelle le personnel d'encadrement, inspecteurs, conseillers pédagogiques, profs ENI reçoivent les instructions. C'est un rappel de la supervision pédagogique, des directives reçues de la hiérarchie. Le personnel d'encadrement de la région maritime et plateau Est partage également les bonnes pratiques pour une année scolaire 2022-2023 réussie. Cette semaine est destinée essentiellement à la préparation pour accueillir les élèves, les apprenants, pour que les activités puissent effectivement démarrer le lundi prochain. Dans les régions centrales, Kara et Savane, on prépare aussi le terrain avant la reprise générale des classes. Les gens doivent savoir qu'ils sont devenus inspecteurs, ils sont maintenant chefs d'établissement, ils sont enseignants, ils doivent respecter la déontologie du métier. Il faut être dans une posture en tant qu'enseignant. Donc ce sont ces attitudes et postures qu'il est nécessaire de rappeler. Il faut qu'on revisite les missions d'un chef d'établissement pour évaluer les apprentissages. L'amélioration de la qualité de l'enseignement et des conditions de vie du personnel d'encadrement, un vœu cher au gouvernement, transcrit dans le projet 10 de la feuille de route gouvernementale. Des orientations seront données aux chefs d'établissement qui se chargeront de mettre le corps enseignant au même niveau d'information. Nous vous proposons à présent les images de la rentrée pédagogique dans les plateaux ouest. Un reportage de Dodo Waré sur place. Debout depuis 7 heures, les enseignants du lycée Zomaï établissent l'emploi du temps de l'année scolaire pour le secondaire. Qui enseigne quoi, sur quelle période? Il suffit de jeter un coup d'œil sur ce tableau pour avoir toutes les informations. De lundi à vendredi, vous avez les classes et vous avez les matières attribuées. Bon, ici, pour faciliter la tâche, nous avons affecté des codes à chaque professeur. Au lycée de Kpodi, inspecteurs et conseillers pédagogiques réunis en 2 petits groupes. Sur l'ordinateur ou dans leur calepin, chacun identifie ce qui peut faciliter le contrôle des enseignants. L'éthique et la déontologie du métier font partie de cet exercice. Pour le suivi, le pilotage exige que le personnel d'encadrement puisse mener un certain nombre de missions qui amènent les enseignants à faire du bon travail avec les élèves. Le deuxième point qui porte sur la déontologie décrit un certain nombre de comportements de la part de l'enseignant. Il y a la morale, le travail et l'enseignant au finish doit être un homme exemplaire devant les élèves. Nous, inspecteurs conseillers pédagogiques, nous avons formé maintenant les chefs d'établissement sur beaucoup d'autres thématiques. Et à partir du jeudi, vendredi, les chefs d'établissement vont former maintenant à leur tour les enseignants. Après les séances de groupe, des propositions et débats, toutes pour garantir une année scolaire réussie. Chaque groupe passe pour présenter sa production. Et après cela, maintenant, le grand groupe en débat pour voir si le contenu de cette production peut répondre valablement à ce qui est demandé. Conseil de rentrée, confession des listes, élaboration de l'emploi du temps, pas de répit ce premier jour de la rentrée pédagogique. Les collègues et moi sommes en train de faire les listes de classes provisoires pour permettre aux élèves le lundi 26 de reprendre calmement les classes en étant certains qu'ils ont leur nom déjà sur une liste. Au lycée Zomaï, les élèves en file d'attente depuis 8 heures. Tous les dossiers scolaires doivent être validés avant lundi prochain. Certains apprenants risquent de ne pas trouver de place. Les places sont limitées, surtout au niveau du premier cycle. Dans les classes de 4e, il n'y a pas tellement de place. Pour l'instant, seuls les enseignants occupent les classes.
Les élèves feront leur retour dès le lundi prochain. Et cette information pour poursuivre, le ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social informe les candidats au concours national de recrutement des fonctionnaires enseignants du primaire et du secondaire général pour le compte du ministère des enseignements primaires, secondaires techniques et de l'artisanat session du 18 juin 2022 que la liste des candidats déclarés admis peut être consultée sur le site du ministère www.fonctionpublique.gouv.tg ou au lieu suivant. À Lomé, au ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social ou au ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat. À Thévié, à Tapamé, Palimé, Sokodé, Kara et Dapaon dans les directions régionales de l'éducation ou dans les directions régionales du travail et des lois sociales. Fait à Lomé le 19 septembre 2022, le ministre Gilbert Bawara. C'est également la rentrée académique universitaire à l'Institut de formation fiscale et douanière de l'Office togolais des recettes. 115 auditeurs ont ainsi démarré officiellement les cours ce lundi et ce pour 10 mois. Ils sortiront nantis d'un master professionnel dans 5 filières. Clarisse Atikle. C'est la rentrée pour Adjara. Elle fait partie de la 4e promotion des auditeurs de l'Institut de formation fiscale et douanière de l'Office togolais des recettes, IFFD-OTR. Inscrite dans la filière impôts, elle a un plan bien défini pour sa carrière, tout comme ses camarades. Je suis déjà agent des impôts, donc je voudrais approfondir mes connaissances et avoir plus de capacité à maîtriser ma matière. Mon père était inspecteur de douane parce qu'il est tombé malade et je devais prendre fonction de directeur de l'entreprise. Mais pour pouvoir le faire, il faudra que j'aie des notions par rapport à ça. Donc c'est dans ce cadre que j'ai participé à la formation d'abord. Et après avoir participé à la formation, j'ai décidé de devenir inspecteur de douane. Pour ce premier jour, ils ont eu droit à des échanges avec le commissaire général Philippe Kokou-Chodier. Il les a entretenus sur les fondamentaux de la formation fiscale et douanière à l'IFFD-OTR. Pour cette nouvelle promotion, 115 auditeurs sont enregistrés, dont des étrangers. Nous avons 5 auditeurs de la Direction générale des douanes du Niger. Et particulièrement au niveau du secteur privé, nous avons 12 auditeurs externes étrangers, contre 2 ou 1 les années précédentes. Donc nous nous réjouissons de la confiance que nous avons aussi bien des administrations fiscales sœurs que des partenaires nationaux en ce que nous faisons à l'IFFD. La fiscalité change au jour le jour et pour que quelqu'un puisse être à même de pouvoir asseoir l'impôt, calculer l'impôt, liquider l'impôt, il faut qu'il puisse posséder la technique ou la matière, d'où la nécessité de renforcer les compétences. Démarré au Togo en 2019, l'IFFD-OTR dispose de 5 filières de formation. Impôts, douane, management des services fiscaux et douaniers, trésor et géomètre topographe. Tout le monde peut intégrer l'Institut de formation fiscale de l'Office togolais des recettes, mais à condition que vous ayez une licence avec 5 ans d'expérience professionnelle, une ancienne maîtrise avec 2 ans d'expérience. Mais si vous avez déjà un master, vous n'avez plus d'expérience professionnelle à prouver, sauf que vous devez provenir d'une institution. Donc, vous devez déjà être dans une structure avant de venir à l'Institut. Sinon, nous ne prenons pas des étudiants qui sortent directement, qui devaient encore chercher un emploi. La formation à l'IFFD-OTR dure 10 mois. Les auditeurs sortent nantis d'un master professionnel. L'Institut offre également des formations de courte durée à la carte en fonction des besoins et du public cible. La rentrée des classes et l'achat des fournitures scolaires, une liste officielle a été rendue publique. Il faut donc la respecter pour assurer une bonne gestion efficiente des dépenses et un bon encadrement de l'exécution des programmes en vigueur au Togo. Les parents d'élèves se prononcent sur la question. Propos recueillis par Alexandra Adekambi, reportage présenté par Lys Djamier. Nous l'avons tous découvert sur les réseaux sociaux, cette liste énumérant jusqu'au stylo
les fournitures scolaires nécessitées à chaque niveau d'enseignement. Du primaire au secondaire au Togo, il faut désormais s'en tenir à la note numéro 136 du ministère. Pour encadrer la prescription des fournitures scolaires. C'est dans ce souci de permettre aux parents d'élèves qui n'auront pas les moyens de pouvoir acheter le nécessaire pour leurs enfants. Il a été demandé aux différentes régions éducatives de recenser les listes des fournitures qui sont en pratique dans ces régions. Et donc ce travail a été fait et c'est sur la base de ces informations concernant les listes suivant les régions que nous avons fait une analyse, une fusion pour pouvoir ressortir le nécessaire. Ce qui est prescrit suffit pour démarrer l'année scolaire. Lorsque les cahiers finiront, on en achètera. Voilà qui est clair. De quoi éviter le gaspillage de ressources pour des parents déjà assez éprouvés. Des compléments de manuels didactiques seront disponibles dans les écoles. L'État vient en plus d'accorder une subvention de 2,5 milliards de francs CFA pour l'acquisition de manuels d'écriture et de lecture pour les élèves de l'enseignement primaire. Des manuels que l'État imprime et met à disposition gratuitement des élèves de tous les niveaux, de tous ordres. Notons que pour le primaire, il y a des manuels qui sont édités en mathématiques et en langue et communication. L'élève travaille directement dans ses cahiers d'activité quand il s'agit du français et des mathématiques. Et donc, vous ne verrez plus des cahiers d'exercices correspondant au français, aux mathématiques à ces niveaux. Ce qui concerne le secondaire aussi, surtout le secondaire public, il y a des livres de mathématiques, de français qui existaient et qui sont donnés aux élèves au moment où ils ont ces cours-là. Bon, évidemment, les établissements qui en disposent toujours mettront ça à disposition de leurs élèves. La liste des fournitures scolaires à apporter par l'élève a toujours été disponible dans les écoles. Sa publication officielle cette année devrait mettre fin à certaines pratiques peu orthodoxes dans certains établissements. Un peu plus de 3 millions d'élèves reprennent le chemin des classes le 26 septembre prochain. Toute autre chose, la lutte contre le terrorisme, la HAC met à contribution les journalistes. Ils sont en formation dans cette optique à Lomé. 2 jours pour réfléchir sur les mécanismes et stratégies à utiliser pour rendre efficace la lutte contre le terrorisme au Togo. Ulrich Abega. Entre septembre 2021 et juillet 2022, plusieurs localités du Nord Togo ont été cibles d'attaques terroristes, faisant des victimes et des déplacés. Une situation à laquelle le gouvernement togolais a adapté un certain nombre de mesures. Parmi celles-ci, l'instauration de l'état d'urgence sécuritaire dans les savanes. La responsabilité des médias dans le traitement des informations reste engagée pour mieux faire comprendre le bien fondé des dispositions prises pour le succès de la lutte. L'objectif principal de ce séminaire est de rappeler aux médias les obligations de traitement professionnel de l'information en temps de crise sécuritaire provoquée par les groupes armés terroristes venus de l'extérieur. Le résultat attendu à l'issue de ce séminaire est que les médias soient de véritables alliés pour la lutte contre le terrorisme et non des complices des groupes armés. Un défi à relever et toutes les raisons sont là pour cette formation de 2 jours articulée autour de 3 modules. Le premier module est intitulé « Regard croisé sur le traitement de l'information relative au terrorisme dans la région des savanes ». Le deuxième module « Immersion dans la réglementation ». Le troisième module « Perspective ». L'objectif de ce module étant la rédaction d'une charte des médias
pour la lutte contre le terrorisme au Togo. Vous me permettrez d'adresser mes sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République et à son gouvernement pour leur soutien sans faille à la HAC et pour la tenue de ces rencontres. Cette campagne de formation et de sensibilisation va s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Le secrétaire général du ministère en charge de l'administration territoriale, représentant le ministre d'État en charge de l'administration du territoire, a appelé les professionnels de médias à œuvrer pour une lutte efficace. Ceci à travers leurs plumes, caméras et photos. La journée africaine des mers et des océans est célébrée en différé au Togo. Les États membres de l'Union africaine sont à Lomé pour l'occasion. Au cœur des échanges, les voies et moyens pour mieux faire face aux phénomènes qui menacent les ressources marines sur le continent. Ekwesala. Pollution marine, pêche illicite et illégale. Autant de phénomènes qui menacent de plus en plus les mers et les océans. À Lomé, l'Union africaine veut trouver une solution durable au mal. Objectif, assurer la gestion efficace des ressources marines. Et donc, nous aurons abordé les différents défis auxquels le continent africain est confronté. Et ensemble, nous allons dégager les voies et moyens pour élaborer un plan d'action sur lequel les différents pays devront s'y atteler pour trouver des solutions en vue de parvenir à la sécurisation de nos mers et océans. La rencontre devra permettre aux différents pays de partager leurs expériences. Ils peuvent s'inspirer des efforts du Togo en la matière. Pour concrétiser sa volonté, sa détermination dans le sens de la gestion durable de nos mers et océans, le gouvernement togolais a entrepris ou participé à des actions et à des activités spécifiques, notamment le projet d'investissement pour la résilience des zones côtières ouest africaines WACA, l'initiative pêche côtière IPC Afrique de l'Ouest, la construction de l'ouvrage destiné à stabiliser et à protéger la côte togolaise. L'initiative de l'Union africaine va donc au-delà du symbolisme, mais entend susciter une véritable prise de conscience des populations et des décideurs politiques. Dans ce sens, le continent africain est appelé à agir de façon concertée afin de protéger ses intérêts, en veillant notamment à protéger ses ressources marines contre l'exploitation illicite et en formulant des positions consensuelles lors de toute négociation sur des questions liées à l'exploitation du patrimoine marin commun à l'humanité. Les conclusions des travaux de Lomé vont permettre aux États africains de se rapprocher un peu plus de l'atteinte de l'ODD 14. Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable. Un mot sur l'actualité internationale. Au Niger, les fortes pluies qui s'abattent sur le pays depuis le mois de juin et les graves inondations qu'elles engendrent ont fait 160 morts et plus de 225 000 sinistrés. C'est la saison des pluies la plus meurtrière de l'histoire du Niger. Le 19 septembre marque les 50 ans de coopération entre la Chine et le Togo. Ce sont de bonnes relations d'amitié et de coopération qui ont lié les deux pays durant un demi-siècle. Les bénéficiaires des fruits de cette coopération se sont exprimés dans ce sujet préparé par Ekwesala. En 50 ans, la coopération sino-togolaise a fait tache d'huile dans bien de secteurs, agrobusiness, économie, infrastructure, entre autres. Du point de vue de la coopération bilatérale, les échanges entre le Togo et la Chine se sont diversifiés et approfondis tout au long des 5 décennies. Aujourd'hui, la Chine est un des partenaires privilégiés du Togo, avec une coopération dont l'horizon s'étend à des domaines divers et variés. Une série de projets du partenariat sont en cours dans les secteurs de la santé, de l'agriculture, du commerce, des infrastructures et des investissements. Je suis convaincu qu'avec nos efforts conjugués, l'amitié Chine-Togo sera encore plus profonde et la coopération encore plus fructueuse, au grand bénéfice pour deux peuples. Manzama Essor, doctorante en sciences de la santé en Chine, est l'une des bénéficiaires de cette coopération.
Son souhait, voir se renforcer davantage les relations bilatérales entre le Togo et la Chine. La formation que je reçois ici, je la mettrai au profit du pays. J'aimerais plutôt qu'il y ait des renforcements d'accords ou bien de partenariats entre le Togo et la Chine ou n'importe quel pays, mais des partenariats qui vont permettre qu'il y ait des structures qui soient favorables à ce que ces petites connaissances que nous sommes en train d'acquérir là, nous soyons en mesure de les mettre au service des autres. Les témoignages ne sont pas moins élogieux côté chinois. Plusieurs sociétés chinoises sont aujourd'hui installées au Togo et contribuent à réduire le taux de chômage. C'est l'exemple de la société Sinto, implantée au Togo depuis 35 ans. Comme les autres sociétés chinoises, les entreprises chinoises, non seulement nous avons alors réduit le chômage et la pauvreté alors, par création des emplois. Comme pendant la campagne, il y a presque 2000 personnes togolais qui travaillent alors dans la société et dans l'usine. L'Institut Confucius de l'Université de Lomé est l'un des fruits de la coopération entre la Chine et le Togo. Créé en 2009, l'Institut a formé à ce jour plus de 2000 étudiants. Régulièrement, des bourses sont octroyées aux meilleurs étudiants, soit pour des études, soit pour découvrir l'empire du milieu, sa culture et sa grandeur. Nous l'annoncions en titre, les mesures sociales prises par le président de la République, Faure Eswazimna Gnassingbé, pour assurer le bien-être de toutes les couches sociales de la population togolaise ont fait l'objet d'un entretien avec le ministre Gilbert Bawara de la fonction publique du travail et du dialogue social. Un entretien réalisé par Joseph Amégan. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Le président de la République a annoncé vendredi dernier de nouvelles mesures au profit des couches sociales de la population togolaise. Cette décision est articulée en 10 points et d'application immédiate. Eh bien, monsieur le ministre, que retenir de ces mesures fortes annoncées par le président de la République? Ce que nous pouvons retenir en premier lieu, c'est que nous avons une illustration supplémentaire d'un président de la République qui assume pleinement son rôle de garant de l'unité et de la cohésion du peuple togolais. Un président qui est constamment à l'écoute des préoccupations et des attentes de ses concitoyens. Je voudrais rappeler le contexte que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous ne sommes pas encore totalement sortis de la crise sanitaire liée au Covid-19, qui a eu des impacts sur les populations togolaises, comme cela a été également le cas à travers le monde entier. Alors que nous ne sommes pas encore sortis de cette situation de crise sanitaire, le conflit en Europe, notamment la guerre en Ukraine, entraîne un certain nombre de conséquences et d'impacts, aussi bien avec la hausse des produits céréaliers, la hausse des engrais, la hausse des produits pétroliers, une inflation galopante qui est observée à travers le monde entier, des chaînes d'approvisionnement qui sont totalement perturbées, avec des conséquences sur l'acheminement par fret ou par voie aérienne de produits et leur circulation. Et la sous-région ouest-africaine et le Sahel, et cela n'épargne pas le Togo, sont confrontés à la menace terroriste et à l'extrémisme violent. Voilà un contexte qui a des répercussions, qui a des impacts sur le vécu quotidien en termes d'érosion du pouvoir d'achat des populations, en termes de hausse généralisée des prix à la consommation que chacun peut observer. Et dans ce contexte-là, qu'est-ce que le chef de l'État a fait? Le chef de l'État a voulu, dans un premier temps, que, notamment par rapport à la situation sécuritaire, que Madame le Premier ministre puisse recevoir l'ensemble de la classe politique et les écouter. Et lors des échanges que Madame le Premier ministre a eus avec les acteurs politiques, toutes tendances confondues, ils ont exprimé un certain nombre de préoccupations, y compris le fait que le contexte difficile que le monde et notre pays, nous sommes en train de vivre,
notamment avec la cherté de la vie, un certain nombre de difficultés, qu'il serait souhaitable de faire quelque chose. Le président de la République a voulu que le gouvernement ait des concertations avec les partenaires sociaux. Cela a eu lieu le vendredi surpassé à l'occasion d'une session spéciale du Conseil national du dialogue social, avec la participation des organisations patronales, des organisations syndicales, notamment les centrales syndicales, élargie à d'autres acteurs sociaux. Lors de ces déplacements sur le terrain, que ce soit à Dapan, que ce soit récemment à Palimé, ou fréquemment lorsqu'il se déplace sur le terrain, le président reçoit toutes les couches et composantes de la société et les écoute. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir des mesures fortes, structurelles et durables que le président de la République a décidé et annoncé ce vendredi? C'est que nous avons un président qui est constamment à l'écoute, qui consulte l'ensemble des couches et composantes de la société togolaise et un président qui agit pour apporter des solutions concrètes. Non seulement pour atténuer les difficultés qui peuvent être parfois conjoncturelles des populations, mais agir de manière structurelle et en profondeur pour que l'activité économique ne pâtisse pas, pour améliorer la productivité des Togolais. Alors c'est un ensemble de mesures qu'il faut véritablement saluer parce que ça va à la fois soulager les populations, soutenir leur pouvoir d'achat et permettre notamment aux entreprises de continuer à maintenir l'activité économique, à investir, à préserver l'emploi. Voilà pour faire en sorte que, malgré les difficultés qui peuvent se produire, l'élan de croissance, l'élan de développement et surtout la cohésion et l'harmonie sociale continuent à prévaloir, que la paix sociale prévale dans notre pays et que chacun ait le minimum auquel il a droit pour se sentir totalement partie prenante de la communauté nationale, pour que chacun ait la possibilité d'apporter sa contribution à l'essor et au bien-être de notre pays. Très bien. L'augmentation de 10% de la valeur indiciaire des salaires et des pensions, peut-on dire, Monsieur le ministre, que c'est une augmentation de 10% des salaires? Bien entendu. Vous savez, le salaire des fonctionnaires et agents de l'État est déterminé par une grille salariale. Cette grille contient à la fois des points d'indice et une valeur indiciaire. Alors, à partir de ce moment-là, quand vous prenez la grille indiciaire, la grille salariale de la fonction publique, la mesure décidée par le chef de l'État à travers le relèvement de la valeur indiciaire se traduit par une augmentation de 10% du traitement sur la base de la grille indiciaire. Naturellement, il faut savoir que le salaire du fonctionnaire ne contient pas que la rémunération liée à la grille de la fonction publique, mais il y a un certain nombre d'accessoires. Mais l'essentiel qu'il faut retenir, c'est véritablement sur la base de la grille de la fonction publique, une augmentation de 10% des salaires des fonctionnaires. Pour les retraités civils et militaires, revalorisation de la grille indiciaire de 10% d'une part et revalorisation additionnelle de 5% d'autre part. Pourquoi, Monsieur le ministre? Vous savez, quand nous parlons des retraités, notamment ceux de la fonction publique, nous parlons de nos aînés, des anciens, qui se sont mobilisés, qui se sont engagés, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes, parfois dans des conditions beaucoup plus difficiles qu'aujourd'hui. Alors, lorsqu'il y a des mesures, notamment touchant à la fonction publique, touchant à toutes les couches et catégories de la population, il y a ceux de nos concitoyens qui peuvent être considérés comme ceux envers lesquels nous avons un devoir éternel de solidarité, d'attention soutenue. C'est nos anciens, c'est les retraités. Donc c'est logique que le président de la République, en plus du relèvement de la valeur indiciaire, je voudrais dire que quand on procède au relèvement de la valeur indiciaire, cela signifie qu'on se soucie à la fois des fonctionnaires en activité et en même temps de ceux qui ont travaillé dans la fonction publique et qui sont à la retraite. Alors donc, en décidant de ce relèvement de 5%, en plus des 10%, c'est un geste de solidarité, c'est un souci de faire en sorte que l'attention que nous devons continuer à porter à nos anciens, à nos aînés, soit concrétisée par des actes comme celui-là.
Eh bien, Monsieur le ministre, l'indemnité mensuelle de transport de 10 000 francs pour les fonctionnaires, est-ce une mesure permanente? Non, ça va de soi. Hein. Il est d'ailleurs indiqué que c'est une mesure qui va être concrétisée par des paiements hors bulletin, oui. Et c'est une mesure exceptionnelle. L'indemnité attribuée aux fonctionnaires de 10 000 par fonctionnaire pour leur permettre de circuler, notamment d'effectuer les déplacements entre leur lieu de travail et leur domicile, c'est une mesure tout à fait conjoncturelle qui tient compte notamment de la hausse des produits pétroliers, du coût des transports. Il va sans dire que lorsque la conjoncture sera meilleure ou lorsque la situation financière rendrait cette mesure insoutenable, le gouvernement avisera. Donc c'est une mesure qui a vocation à être ponctuelle et temporaire. Parlant de la gratification spéciale de 3 milliards par transfert monétaire, direct au profit des parents d'élèves pour l'achat des fournitures scolaires, eh bien, Monsieur le ministre, comment cette mesure sera-t-elle mise en œuvre et quel est le mécanisme d'identification des parents? Cette mesure n'a de sens que si nous parlons des établissements d'enseignement public. C'est les établissements que l'État a la possibilité de contrôler à la fois l'existence, mais également de s'assurer de l'effectivité des élèves et de leurs parents dont nous sommes en train de parler. Et donc, sur la base des effectifs des apprenants dans les établissements publics d'enseignement, il ne sera pas du tout difficile d'identifier les parents d'élèves et notamment de trouver les meilleurs mécanismes pour concrétiser et mettre en œuvre cette mesure salutaire et importante que le chef de l'État a décidé, parce que beaucoup de choses sont faites, à la fois pour les enseignants, qui bénéficiaient déjà d'une gratification exceptionnelle, les 5 milliards qui avaient été décidés au mois de mars 2022, qui vont bénéficier de la revalorisation du salaire avec le relèvement de la valeur indiciaire, qui vont bénéficier des 10 000 francs qui sont des indemnités de transport. Il faut aussi penser aux parents d'élèves et faire en sorte que l'ensemble des acteurs du système éducatif continuent à être mobilisés, à œuvrer pour une rentrée scolaire sereine et apaisée, et naturellement le bon déroulement des activités scolaires et pédagogiques tout au long de l'année scolaire. Très bien. Et il est également question d'une subvention de 2,5 milliards pour l'acquisition de manuels d'écriture et de lecture pour les élèves de l'enseignement primaire. Monsieur le ministre, la rentrée, c'est dans une semaine, hein? Ce ne sont pas des mesures qui peuvent être improvisées. Nous avons des règles qui existent. La première règle qui gouverne la gestion des finances et des ressources de l'État, c'est la loi de finances, c'est le budget. Il fallait d'abord réfléchir et voir comment procéder à une loi de finances rectificative. Et cette loi de finances rectificative, vous avez vu qu'elle a pris en compte toutes les dimensions et toutes les préoccupations de l'heure. D'une part, la situation sociale, avec les améliorations qui sont décidées. D'autre part, la situation sécuritaire, avec la nécessité de doter les forces de défense et de sécurité des moyens, des équipements, y compris en ressources humaines, pour nous permettre de juguler rapidement la menace sécuritaire. Pour décider de ce genre de mesures, comme je le disais, on ne peut pas improviser. On ne peut pas agir du jour au lendemain sans avoir réfléchi, sans disposer de bases solides. Donc il a fallu d'abord réfléchir au contenu de la loi de finances rectificative et ensuite décider. Nous allons faire diligence et nous assurer que dans les quelques jours qui nous restent d'ici la rentrée scolaire, nous serons en mesure de traduire cette disposition et cette mesure du chef de l'État en faisant en sorte que, notamment en ce qui concerne l'acquisition des manuels scolaires, tout ce qui doit être fait le soir, afin que les cours et les activités pédagogiques démarrent de manière convenable. Eh bien, Monsieur le ministre, en ce qui concerne la dotation additionnelle de la subvention aux produits pétroliers, comment va-t-il se traduire dans les faits? Doit-on s'attendre à une réduction des prix des produits pétroliers dans les jours à venir? Non. Les Togolais bénéficient déjà d'un soutien en ce qui concerne les prix des produits pétroliers.
Tout le monde le sait qu'il y a une subvention qui est accordée. En améliorant la dotation de l'État, cela signifie que l'État se donne les moyens de faire perdurer et de prolonger le bénéfice de la subvention aux produits pétroliers. Cela ne peut pas signifier que nous allons procéder à une baisse des prix des produits pétroliers. Cela étant, chaque fois qu'il y a eu la hausse du baril sur le marché international, chaque fois que le coût du dollar a varié et que cela devrait se traduire par des augmentations importantes des prix des produits pétroliers à la pompe, en raison de la subvention de l'État, ces hausses-là ont été généralement très modérées. Nous l'avons toujours fait en tenant compte de la situation du pays, de la nécessité de ne pas renchérir les prix à grande consommation, parce que quand vous augmentez les prix des produits pétroliers, vous pouvez être sûr que les transporteurs vont répercuter cela notamment dans le transport des produits alimentaires, des produits vivriers, et cela peut impacter négativement le panier de la ménagère. L'État vient de se donner les moyens, le gouvernement s'est donné les moyens, à la fois pour prolonger le bénéfice de la subvention dont les Togolais bénéficient déjà, et de s'assurer que même en cas de hausse importante du prix du baril ou de variation importante du coût du dollar, toute augmentation soit modérée, qu'elle ne reflète pas nécessairement l'équivalent de la hausse qui aurait été constatée. Voilà pourquoi cette dotation est améliorée, pour nous donner les moyens et la capacité de continuer à subventionner les produits pétroliers. De même, avec la dotation additionnelle de la subvention du gaz butane, est-ce que les prix du gaz vont baisser? La même réponse vaut notamment pour le gaz butane et le gaz pour les ménages. Fondamentalement, oui, quand on subventionne, lorsque l'enveloppe budgétaire consacrée à la subvention s'épuise, nous devrions, en termes de gestion rigoureuse des finances publiques, cesser la subvention aux produits pétroliers, y compris au gaz butane. Oui. Mais maintenant, nous venons d'abonder la dotation pour nous permettre de prolonger la subvention qui était déjà accordée et faire en sorte que même en cas de hausse de ces produits sur le marché international, parce que ce sont des produits que nous importons, en ce moment-là, que l'augmentation soit très modérée et que nous agissions dans le sens à la fois du soulagement des difficultés des populations et de la préservation du pouvoir d'achat, voire le soutien au pouvoir d'achat des ménages et des populations togolaises. Eh bien, Monsieur le ministre, le chef de l'État a appelé les Togolais à plus de travail, de discipline. Monsieur le ministre. Vous savez, il y a un constat qui peut être fait par beaucoup de Togolais. C'est vrai, il y a eu pas mal d'améliorations en ce qui concerne la qualité des services publics et des administrations. Mais il est déjà arrivé au président de la République, je crois que lors de sa dernière adresse à la nation en avril 2022, d'évoquer le problème de l'accueil, de la qualité de l'accueil dans les administrations et les services publics, y compris de certaines sociétés parapubliques, qu'on prenne le secteur de la santé, par exemple, dans les structures de santé. Je crois qu'avec les mesures fortes que le président de la République vient de décider, qui s'ajoutent à d'autres mesures qui avaient été déjà prises, soit dans le cadre de la crise sanitaire, ou même pour permettre aux entreprises de préserver l'activité économique, de préserver l'emploi et de continuer à investir. Vous voyez que parmi les mesures annoncées par le chef de l'État, il y a le maintien ou la poursuite des mesures fiscales et des facilités accordées aux entreprises et au secteur privé dans ce but-là. Ce qui est attendu de tous, notamment des travailleurs, qu'ils soient les travailleurs du secteur public ou les travailleurs du secteur privé, c'est de donner davantage le meilleur d'eux-mêmes, d'être ponctuels au travail, d'être accueillants envers les usagers et les bénéficiaires des services publics, de donner plus de rendement et de productivité.
d'être plus performant, de telle sorte que chacun, dans le service qui le concerne, quand un citoyen vient chercher une pièce d'identité, peut-être il cherche la pièce d'identité pour effectuer d'autres formalités. Et lorsqu'on sollicite une prestation de l'administration, cette prestation doit être fournie de manière diligente. Donc, la ponctualité, l'assiduité, le bon accueil, l'ardeur au travail, ce sont des valeurs que nous devons véritablement nous réapproprier et démontrer sur le terrain que chacun est engagé à la fois pour contribuer à la préservation de la cohésion et de l'inclusion sociale et en même temps que les attentes et les besoins de nos concitoyens sont satisfaits avec une certaine abnégation et un engagement qui doivent forcer l'admiration des populations. À quand le relèvement du SMIC? La directive et l'instruction qui a été donnée par le chef de l'État traduit véritablement la nature du salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIC. Le SMIC dont nous parlons, c'est un principe et une mesure qui s'applique uniquement au secteur privé. Et comme cela s'applique au secteur privé, c'est vrai que c'est un acte réglementaire du ministre chargé du Travail qui permet de concrétiser le SMIC, notamment sa revalorisation. Mais cette revalorisation doit être le fruit de négociations, de discussions entre le secteur privé, notamment les organisations professionnelles des employeurs et les organisations syndicales des travailleurs. Je crois que le chef de l'État a donné l'exemple à suivre. Les mesures qu'il vient de décider, il les a décidées à l'issue de larges concertations. Nous avons parlé des contacts et des discussions, des rencontres et des discussions entre Madame le Premier ministre et les acteurs politiques. Nous avons parlé des discussions et des négociations entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Nous avons parlé des rencontres et des échanges sur le terrain entre le chef de l'État et différentes couches et composantes de la population, y compris tout récemment à Dapaon, tout récemment à Palimé, des rencontres et des échanges que les membres du gouvernement ont régulièrement avec les populations sur le terrain, ce qui permet de les écouter, d'être attentifs à leurs préoccupations et à leurs doléances. Et le président de la République, il a décidé et agi de manière à répondre à cette attente-là. Ce que nous demandons de la part notamment du secteur privé et des entreprises, c'est de démontrer la même volonté d'écoute et de discussion et d'exécuter l'orientation que le chef de l'État vient de donner. L'indication est claire, nous voulons obtenir une revalorisation du SMIC. Mais nous voulons que cette revalorisation soit le fruit de discussions entre les partenaires sociaux, notamment les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales des travailleurs. Donc, nous sommes vraiment optimistes. Nous allons les y accompagner parce que notre rôle en tant que ministre chargé du travail et du dialogue social, c'est à la fois de promouvoir, de soutenir et accompagner l'ensemble des acteurs sociaux en matière de dialogue et faire en sorte que, à la fois, la paix sociale prévale et que la protection sociale aussi continue à être généralisée et à être étendue, et que les entreprises continuent aussi à avoir le sentiment d'être écoutées parce que nous améliorons les conditions d'investissement et les conditions d'activité qui leur sont également bénéfiques. Merci, monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Rappel de ce communiqué pour finir. Le ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social informe les candidats au concours national de recrutement des fonctionnaires enseignants du primaire et du secondaire général pour le compte du ministère des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, session du 18 juin 2022, que la liste des candidats déclarés admis peut être consultée sur le site du ministère www.fonctionpublique.gouv.tg ou au lieu suivant. À Lomé, au ministère de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social ou au ministère des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat.
à Tévié, à Tapamé, Palimé, Sokode, Kara et Dapaon, dans les directions régionales de l'éducation ou dans les directions régionales du travail et des lois sociales. Fait à Lomé le 19 septembre 2022, le ministre Gilbert Bawara. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo. À suivre le panorama des sports, Claude Ama et ses invités, juste après New Afrique Design avec Nadia Akwete. L'actualité revient à 22h30. Merci de votre fidélité et très belle soirée à vous.